Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoffs, suite des previews de division. On a fait l'AFC Sud qui a été publié mardi matin, place à la NFC Sud, puisqu'on fera ça pendant toutes les 4 semaines. On fera d'abord l'AFC puis la NFC. La NFC sera publiée tous les samedis matins, donc comme ça vous pourrez sur la route des vacances écouter nos douces voix, plus ou moins douces selon les personnes, et vous délecter de nos analyses plus ou moins pertinentes, elles aussi, sur ces divisions qui nous apportent joie, allégresse et ô combien de passion. Et en parlant de passion, voilà la NFC Sud, l'une des pires divisions, soyons clairs, de la NFL, si ce n'est la pire. Elle se bat avec sa copine de la NFC Sud, mais nous y reviendrons longuement dans ce podcast. Avec moi, aujourd'hui, il n'y a pas Yaya, puisqu'il est en vacances. Et non, il a préféré fuir ce podcast. Je ne sais pas pourquoi, nous n'en connaissons pas la raison, mais il reviendra très vite. Mais il y a mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. En effet, on continue le tour des divisions de champions, les divisions de winners, les divisions où la compétition est acharnée et qui sont également un excellent substitut aux somnifères pendant la saison régulière. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ce soir, c'est la NFC Sud et c'est un peu ma croix que je dois porter en ce début de pré-saison. Et il faut remarquer que chaque année, tu nous fais le podcast de NFC Sud. Et ça, c'est beau. Ça montre mais c'est beau. Et tu veux savoir le plus beau, c'est que le destin s'acharne parce que c'est même pas volontaire. Vois-tu ? Non, c'est ça. Et Seb ne sera pas là, je vous le dis tout de suite, c'est une mauvaise nouvelle, mais enfin, il en faut bien une. Seb ne sera pas là pour tous les podcasts de preview, mais il a tenu à venir à celle de NFC Sud. Enfin, il a tenu. Le calendrier a décidé pour lui, surtout, mais voilà, on va dire ça comme ça. Il était là, c'est déjà ça de prix. Mon cher Vince, c'est là aussi. Salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes. Eh ben, ça va très bien. Yaya n'est pas là. On va pouvoir parler sérieusement entre gens passionnés qui s'y connaissent. Qui connaissent le sport. Hein, qui s'y connaissent. Donc, bon, non, gros salut à Yaya, forcément. Mais après, on le salue, mais on n'oubliera pas qu'il s'est défilé. Il a pris ses vacances juste après l'annonce du calendrier des previews. Et quand il a vu que c'était aujourd'hui qu'on enregistrait, il a dit non, c'est pas possible, je pars. Vous notez la coïncidence. Quand j'ai lancé le calendrier des previews, il a mis son nom sur la première et après il s'est dit « Oh bah je suis en vacances finalement ». Bon, faut-il y voir une fuite en avant, lui qui aime les équipes qui servent à rien, pourtant il aurait dû être là. Mais non, il n'est pas là. Et c'est ainsi. On commence comme d'habitude par l'ordre inverse du classement de la saison dernière avec les 4e de la saison 2024. Les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il n'y a pas d'erreur. Ils ont bien terminé 4e parce qu'il y a des gens qui nous disent oui, mais ils ont été derrière les Panthers en choix de draft. C'est vrai, sauf que le classement de division et le classement de la draft ne se font pas de la même façon. C'est ce qu'il faut, voilà. Les tiebreakers ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, c'est pour ça que les Saints, ils ont tout perdu. Non seulement ils sont 4e de division, mais en plus, ils ont choisi après le 3e. Bon, comme ça, c'est vraiment une saison où tu sens que ça partait bien, déjà, tu vois. Tu sens que c'était parti sur une bonne dynamique. Les Saints de Nouvelle-Orléans, qui sont donc l'an dernier avec 5 victoires, ça, je dis pas de bêtises, 5 victoires, 12 défaites. Et qui cette année pourrait connaître encore bien pire. Bon, c'est ça qui est beau, c'est qu'on vise pas vraiment l'amélioration cette année, quoi. On va dire qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel. D'ailleurs, j'en profite, on en discutait en off, pour renvoyer nos auditeurs sur un article particulièrement bien écrit. Qui se trouve sur un site que je vous recommande hautement, qui s'appelle theplayoff.news/fr, article qui nous explique que pour les bookmakers, la pire équipe de la saison à venir, ce sont les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais ça va être compliqué de leur donner tort quand on part avec les éléments qu'on connaît. Sur les bases de 2024, la saison avait commencé très fort. Souviens-toi, Flav. Tu étais heureux. Tu étais heureux à cette époque. Podcast en week 3. Il était semblable à un Wake en week 11, c'est dire. Oui. On parlait à ce moment-là d'éventuellement d'un Super Bowl avec les Saints à la Nouvelle-Orléans. Et Dieu sait si ça a bien chuté depuis. Oui, ça.
On commence très fort. On commence très fort avec un 47-10, un massacre contre les Carolina Panthers. Alors, on n'attendait pas les Panthers très haut cette saison-là. Par conséquent, on s'est dit c'est une victoire à prendre, mais la manière était quand même marquante. La semaine d'après, 44-19 contre des Cowboys de Dallas que l'on voyait plus haut en ce début de saison. Et effectivement, l'hypothèse à Dallas, qui plus est, et l'hypothèse de ce Super Bowl à Nouvelle-Orléans devenait crédible. Et puis est arrivée la week 3, puis la week 4, alors puis je vais la mettre, week 5, etc. Et ce jusqu'à je vais mettre un petit bémol sur la week 3 parce que si ma mémoire est bonne, c'est contre les Eagles. C'est ça. Et ils perdent pas de, voilà, 12-15, ils perdent de justesse avec notamment un Dallas Goedert, si je me souviens bien, qui fait un très très gros match. Et c'est vraiment, ça joue à pas grand chose. Donc on se dit à ce moment-là, bon, ils tiennent encore une top team de la NFC, tu vois. Donc bon, ça. Et même contre Atlanta, la semaine suivante, ils perdent de 2 points. Sur un field goal à la dernière c'est un peu inquiétant parce que voilà, c'est parce qu'on se dit bon, ils perdent pas grand-chose, mais c'est un adversaire de division et ils sont 2-2, ça devient compliqué. Et puis après, il y a cette défaite contre Kansas City 13-26 qui est un petit peu lourde. Et puis il y aura l'Alali contre les Buccaneers qui vont les écraser 51-17 et on se retrouve avec une série de 7 défaites entre les semaines 3-9. Le bilan de tout ça cite porte du head coach Dennis Allen et de ses 18 victoires en 43 matchs en 2 saisons et demie. Son remplaçant Darren Rizzi ne redressera malheureusement pas le navire, mais c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Trop de blessures, Derek Carr, Chris Olave, Tyrann Mathieu, une attaque qui va complètement marquer le pas et qui ne passera la barre de 20 points, qui a 4 occasions par la suite dans cette saison. C'était beaucoup trop compliqué, donc on attend bien sûr beaucoup de l'arrivée de Kellen Moore en tant que head coach. C'est l'ex-coordinateur offensif de Philadelphie, les champions en titre bien sûr, et bien sûr l'homme qui a construit la 2e meilleure attaque au sol de la ligue. Il part de très très loin, puisque si l'attaque au sol des New Orleans Saints se maintient en milieu de tableau à la 14e place, l'attaque aérienne est 23e, et surtout en scoring, cette attaque est 24e. On tutoie le bas de tableau, et c'est particulièrement compliqué. Il va devoir faire sans Derek Carr, qui a certes été difficilement convaincant en 2 saisons à la Nouvelle-Orléans, et qui prend sa retraite, et il y a des incertitudes autour de la santé de Chris Olave. Bref, la situation ne va pas être facile pour lui. Je rajouterais qu'il devra faire sans aussi Tyrann Mathieu qui a pris lui aussi sa retraite, sans Jimmy Graham qui a pris lui aussi sa retraite, sans Marshall Lattimore qui est parti en cours de saison l'an dernier du côté des Commanders. Bref, ça commence à s'accumuler pas mal. Alors, on va mettre un peu de positivisme, enfin un peu de positif. Voilà. Dans cette, j'attends, montre-moi. J'attends. Mais non, parce que si tu prends les noms, le truc tu prends le roster des Saints de la Nouvelle-Orléans, tu te dis, il y a du Alvin Kamara, il y a du Chris Olave, qui est quand même pas un receveur, c'est pas la ligue de la NFL. Il faut qu'il joue. Tu vois, oui. Attends, j'y viens. Une ligne offensive qui a toutes les chances de s'améliorer cette année, notamment avec le premier tour de draft choisi cette saison. On a un centre qui est tout à fait correct. Bref, la ligne offensive est pas répugnante. Tu prends la défense, et là je te parle du corps du front seven. T'as du Demario Davis, t'as du Cam Jordan. C'est vieillissant, d'accord, mais ça reste quand même des gars qui sont pas mauvais. T'as Chase Young qui recule un peu, mais qui est pas mauvais. Il y a les 2 safety qui sont nouveaux d'ailleurs, Blackmon et Justin Reed, qui sont pas non plus voilà. Sur les noms en eux-mêmes, ça peut le faire. Le problème, tu l'as dit, c'est l'âge et la santé. Parce que Alvin Kamara, s'il se blesse, il y a plus grand monde derrière.
Chris Olave, on le sait, il a des gros problèmes de commotion cérébrale notamment. Il en a déjà fait 2, alors c'était sur les 2 dernières saisons, mais il en avait déjà fait à l'époque universitaire, donc ça commence à faire beaucoup. Et les défenseurs de la division notamment le visent très particulièrement sur ce point-là. C'était contre les Panthers, si je dis pas de bêtises, qui s'était fait sa commotion l'an dernier. Voilà, il y a ce problème-là parce que forcément la défense qui était l'une des grosses forces, et je vais laisser parler Vince sur ce sujet aussi, mais la défense qui était l'une des grosses forces pendant des années des Saints de la Nouvelle-Orléans a considérablement reculé. Je sais plus le chiffre exact, mais ils doivent être 29e ou 30e en nombre de yards accordés l'an dernier. Bref, c'est quand même Seb il va nous... Voilà, c'est 31e donc 30e, wow. 31e. On va... 2404 yards encaissés au sol. Plus de 2 milliards, 2400 yards. 31e au sol, effectivement, avec plus de 2400 yards au sol. Mais il y a aussi, c'est 30e sur les yardages en tout, en comptant l'aérien, puisqu'ils sont à 6459 yards encaissés en défense. Et effectivement, c'était le point que j'avais relevé. Ce yardage, beaucoup trop important. Et pourtant, il faut savoir que les Saints, c'était l'équipe qui commençait ses drives défensifs le plus loin de sa propre end zone de toute la NFL, en envoyant les opposants sur les 27,2 yards à peu près. En fait, cette stat-là est largement compensée par la perte de drive derrière, par la perte de yards derrière. La défense a passé énormément de temps sur le terrain. Certes, ils ont commencé haut sur le terrain en défense, mais ils ont fini souvent par des TD en bas. À noter, au niveau de la passe, ils ont très peu encaissé de TD à la passe, puisqu'ils sont 4e de la ligue avec seulement 19 TD encaissés à la passe. En interception, ils sont pas si mauvais que ça, puisqu'ils sont 11e de la ligue, 14 interceptions. Mais sinon, en termes de yards, en termes de jeu, en termes de tout ça, c'est vraiment pas fifou, comme dirait l'autre. On notera vraiment des temps de possession vraiment faibles, surtout sur l'attaque, c'est-à-dire que l'attaque rentre et sort rapidement. Il y a très peu de jeu, donc ça fatigue une défense aussi. Et puis voilà, tu l'as dit clairement, les Saints sont beaucoup moins impactants sur la défense, que ce n'est plus la défense que l'on a connue. Le Superdome a perdu de sa gloire, et même si je ne suis pas un grand fan des Saints ni un hater non plus, c'est une franchise que j'apprécie, mais sans plus. Voir ce Superdome résonner un peu creux. Je crois qu'on a perdu Vince. Voir le Superdome résonner pas creux, parce qu'il y a toujours du monde. J'ai le micro qui me démange. Il y a toujours du monde dans ce Superdome, mais c'est vrai que ça manque de passion. Cette année, en tout cas, a manqué de passion. Et pourtant, tu l'as dit, ce début de saison, on s'est vite enflammé pour cette équipe. Moi, il y a un point quelque part, qui me fait entre guillemets peur, encore une fois cette année, c'est le pass rush qui était très en difficulté l'an dernier, et qui, il y a quasiment pas eu d'amélioration à l'intersaison. On repart quasiment avec les mêmes. Donc bon, tu te dis, ça marchait pas l'an dernier, il y a pas beaucoup de raisons pour que ça marche mieux cette année. On n'a pas parlé des départs dans le backfield défensif, mais il y a quand même notre ami Paulson Adebo qui est parti aussi du côté des Giants de New York. Ça va aussi faire un petit trou. Alors voilà, en fait, c'est beaucoup de trous, et on n'a pas parlé du sujet numéro 1. Le sujet numéro 1, c'est quand même qui jouera comme quarterback. Et on n'a pas parlé de ça. Écoute, si on doit en croire le unofficial depth chart qui est sorti, tout le monde, voilà, là aussi il y a un article sur le même site hautement recommandable dont je vous ai parlé. Tout le monde est titulaire. Voilà, les trois, donc Spencer Rattler, Jake Henner et Tyler Shaw sont listés comme QB1. C'est formidable. Et là, enfin, à mon avis, je comprends que bon, ok, c'est un roster non officiel pour le moment, mais si ça sort sous cette forme officielle, il y a un problème. Ça veut dire vraiment qu'il y a un problème. Ils n'arrivent pas à les départager. Je pense pas que ce soit un bon signe, vu de là où on part, puisqu'on a... Ouais, vas-y, Seb. Non, vas-y, je t'en prie, Flav.
Je disais, celui qui prend le plus de reps avec la première équipe à l'entraînement pour l'instant, c'est Spencer Rattler, depuis le début du training camp. Je suis en train de vérifier en même temps sur ESPN qui est-ce que eux ont mis en starter dans leur depth chart, parce que eux, ils ont un 1-2-3. C'est Tyler Shaw qui est en 1. C'est Tyler Shaw qui est en 1. Parce que Rattler, il a une sorte de prime à l'ancienneté. C'est lui qui est là depuis. Il était là l'an dernier. Ouais. Il était là l'an dernier. Jake Hammer aussi. Jake Hammer, il a starté un match et ils en sont tous revenus. On pourrait juger Taylor Shaw sur la prime au rookie, justement, et au first pick aussi. Donc, alors, en fait, pour moi... au first pick. Attention. Au first round. Au first round. Second, deuxième tour. Ah oui, c'est vrai que c'est un deuxième tour en plus. Pardon. Deuxième tour, Tyler Shaw. Oh là là, ouais. C'est le premier tour, c'est Kelvin Banks. C'est vrai, ouais. Exact. Mais au deuxième, il a été pris au deuxième tour. D'ailleurs, ça a fait beaucoup râler. Beaucoup ont dit mais pourquoi aller chercher Tyler Shaw qui va rien nous apporter alors qu'on a Spencer Rattler, quitte à faire une saison à 0, autant y aller carrément. Il y a un vrai, c'est pas du tout la même chose en fait entre les deux parce que t'as Tyler Shaw qui a passé un temps incalculable à l'université, il a déjà 26 ans si je ne dis pas de bêtises, il a eu beaucoup de blessures, voilà, donc lui c'est un rookie, tu sais pas comment il va s'adapter à la NFL. De l'autre côté t'as Spencer Rattler qui a pas gagné un seul match l'an dernier avec les Saints, mais qui a joué dans une période très difficile pour la Nouvelle-Orléans, avec une ligne offensive qui était pas bonne, avec des Chris Olave qui étaient sur le flanc, etc., etc. Est-ce que si on lui donne toutes les clés en main, est-ce que ça ira mieux? Autre chose, Tyler Shaw est un choix de Kellen Moore. Alors que c'est lui qui a demandé à ce qu'il soit drafté. Donc, est-ce qu'il part pas avec un petit coup d'avance parce que c'est le choix du coach, alors que Spencer Rattler ne l'est pas puisque Kellen Moore n'était pas là l'an dernier? On peut y penser aussi. De toute façon, je pense que la lutte elle va se faire sur les matchs de pré-saison. Ça va servir à ça. Au moins, ça servira à quelque chose. Ces matchs-là, ça servira à les départager. Et puis, de toute façon, si ça marche pas au bout de 3 matchs pour les Saints, ils changeront au 4e. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et puis, on fera les chaises musicales pendant toute la saison. Voilà. On n'a pas 6 QB comme à Cleveland. Mais on en a 3, on sait pas les départager. On va pas nous en mettre plus, ça pas besoin de beaucoup plus. Après, je reviendrai moi juste sur ce qu'a dit Seb. Il faut pas oublier que oui, ils ont beaucoup ils ont un roster taillé quand même pour l'ambition qu'a ce club, à savoir le premier choix de la draft. Donc c'est parfait pour ça. Il faut pas oublier aussi que on se dirige vers ça malheureusement pour cette équipe cette année. La plus grosse épine dans le pied, ce sera peut-être le calendrier, paradoxalement, qui est extrêmement facile. Oui, mais déjà la division. Oui, et puis le calendrier, franchement, et pas déjà le premier match, c'est contre les Cardinals, qui sont une équipe somme toute respectable, mais qui sont pas non plus, qui font pas partie des favoris en AFC, ni en NFC, ni nulle part d'ailleurs. C'est tu vois. Après, il y a les Giants, alors j'ai plus le calendrier exactement en tête, mais enfin bref. Et bizarrement, ça pourrait les desservir dans la course au first pick si, par accident, ils gagnaient un peu trop de matchs. Quoi. Bon, ce seraient des accidents, bien évidemment. On passe aux Panthers de la Caroline. 5 victoires, 12 défaites, eux aussi, l'an dernier. Comme les Saints, à la différence que eux, on les attendait peut-être encore plus bas l'an dernier que ce qu'ils l'ont été. 5 victoires, 12 défaites, avec toujours, Vince, ce point d'interrogation. Le premier point d'interrogation, c'est Bryce Young, parce que Bryce Young, 2023, ça a été compliqué. 2024, début 2024, ça a été très compliqué. Il a été benché pour Andy Dalton. Andy Dalton qui s'est blessé à la main. Derrière, Bryce Young est revenu. Et il est revenu dans des dispositions bien meilleures, puisqu'il a tenu en respect, et c'est pas rien, les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie notamment. Est-ce que c'était pas un mal pour un bien, cette petite blessure qu'il a eue clairement, parce qu'on avait l'impression qu'il avait subi une première année sous l'eau, clairement, parce qu'on lui avait vraiment rien donné, et le début de deuxième année s'annonçait sous les mêmes auspices. Andy Dalton est arrivé, tout de roux coiffé, comme à son habitude, mais lui aussi s'est blessé. On a refait venir
Bryce Young. Pardon. On a refait venir Bryce Young. Et est-ce qu'il a pris l'expérience d'Andy Dalton pendant qu'il était sur le côté? Est-ce qu'il s'est mis un peu de plomb dans l'aile? Je ne sais pas quel a été le changement, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vu réellement un renouveau de ce QB. Je dois dire que je ne m'attendais absolument pas à ça de sa part. Sa première saison était certes désastreuse, mais je m'étais dit pourquoi pas. Les 2 premiers matchs qu'il fait l'année dernière sont cataclysmiques, donc on se dit ça va vraiment pas bien. Et derrière, comme quoi les miracles peuvent arriver même à la Carolina. Non, vraiment, on a vu des belles choses. Après, il faut savoir tout remettre dans son contexte. Oui, il a tenu en respect certaines équipes, puisqu'ils finissent avec 5 victoires. Je crois qu'il y en a 2 sous Andy Dalton et 3 pour lui, de mémoire. Mais toujours est-il que c'est sa défense, c'est la défense des Panthers qui pêche énormément. Dernière défense de la Ligue l'année dernière en termes de points encaissés. Dernière défense de la Ligue en termes de yards encaissés, 6877 yards. Dernière défense de la Ligue en termes de yards par jeu. 6 yards par jeu encaissés, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il leur faut 2 jeux, il faut 2 jeux aux adversaires pour prendre une première tentative, en gros. Voilà. Oui, mais c'est vraiment trop facile, quoi. Ils sont 28e. Dernier également en termes de première tentative donnée à l'attaque adverse. Mais ils sont 28e avec 28 tentatives d'écart avec ils sont 32e avec le 31e. Il y a 28 tentatives d'écart, first down d'écart entre le 32e et le 31e. C'est colossal. 417 premières tentatives allouées aux opposants en 17 matchs. C'est tout simplement beaucoup trop. 35 en TD encaissés à la passe. N'en jetez plus. C'est beaucoup trop pour une défense qui a pris l'eau de tous les côtés. Derrière, l'attaque a fait ce qu'elle pouvait, mais en fait, elle recevait la balle déjà dans de très mauvaises conditions, et puis elle savait qu'on ne pouvait absolument pas compter sur une défense aussi perméable. Oui, ça a été compliqué la saison dernière. Est-ce que pour toi, Seb, cette saison 2025 des Panthers peut être le signe du mieux, et peut-être pour Bryce Young le signe de comment dire, d'un vrai pas en avant, et d'enfin, alors on va peut-être pas parler de playoff tout de suite, on en parlera en fin d'émission sur les projections, mais vraiment une vraie progression qui peut les emmener à 6-7 victoires, et on sait qu'en NFC Sud, ça peut aller très vite, parce que des fois le titre se joue à 8 victoires. Le point sur lequel cette équipe va pouvoir s'appuyer, c'est son attaque au sol, qui a terminé 8e de la Ligue, ce n'est pas rien, et qui en plus s'est renforcé, puisqu'on voit l'arrivée de Rico Dowdle, ex-cowboy de Dallas, 1079 yards au sol la saison dernière. Ils ont drafté Trevor Etienne, le frère de Travis Etienne, voilà, le frère de l'autre. Mais bien les noms en TR. Du coup, exit Miles Sanders qui avait été un petit peu décevant, et ça va donner un trio intéressant puisque Chuba Hubbard et ses 1195 yards et 10 touchdowns au sol sont toujours là. L'autre revers de cette médaille, c'est que le jeu aérien reste le parent pauvre de cette attaque, avec un Bryce Young qui dispose de peu d'armes dans ce domaine. Je n'ai rien contre Adam Thielen, mais il a quand même 34 ans. Ce qui n'en fait quand même pas un jeune premier, en particulier en tant que receveur. La bonne nouvelle, c'est le retour du tight end Tommy Tremble, 23 réceptions, 234 yards, 2 touchdowns. Le receveur David Moore est de retour également, mais cela reste des seconds couteaux. Alors la lumière viendra-t-elle de Tetaiora Macmillan qui a été drafté? C'est à voir. Comme tous les rookies, il y a beaucoup d'inconnus. Je vous le dis. C'est mon favori pour le titre de rookie offensif de l'année, Macmillan. D'accord, donc à suivre. Est-ce que Bryce Young a vraiment besoin qu'on lui donne ce type d'outil?
Je pense de que jouer. Et la saison dernière. Oui, Flav? Oui, vas-y. Non, vas-y. Je t'écoute. Oui. Nous t'écoutons religieusement. D'accord, non, je croyais que tu étais parti sur quelque chose, autant pour moi. Bryce Young, on l'a vu commencer à se développer, à sortir un peu de sa coquille l'année dernière. Après, il faut quand même garder à l'esprit que Carolina a re-signé Andy Dalton pour être backup. On n'est jamais trop prudent, mais il va falloir lui donner des armes à ce homme. En termes de protection, 36 sacs encaissés la saison dernière, c'est un petit peu beaucoup. Il faudrait analyser, sachant que bien sûr que Bryce Young en a encaissé la majorité, il en a encaissé 29 à lui seul. Il faudra analyser de plus près pour voir si cette ligne est vraiment très perméable ou justement Bryce Young qui peut avoir tendance, comme tous les rookies, comme beaucoup de rookies, à vouloir étendre le jeu, etc. Il y a peut-être un petit peu des deux. Il y a un potentiel pour que de meilleurs jours arrivent. La marche est encore haute. Alors sur la ligne, j'avais vu une statistique, je sais plus sur quel site c'est. Je sais pas si c'est pas sur PFF ou enfin bref, Pro Football Focus pour ceux qui ne maîtrisent pas le jargon, mais qui disait que les Panthers étaient dans le top 5 des lignes offensives en termes de blocs réussis. C'est-à-dire que c'est plutôt une ligne qui est pas mauvaise. Et d'ailleurs on le voit avec les chiffres de Chuba Hubbard sur le jeu de course. C'est une ligne qui est capable d'ouvrir des espaces. Après, c'est sûr que Bryce Young a aussi une fâcheuse tendance à des fois essayer d'allonger les jeux. Effectivement, ça peut aussi lui coûter cher. Faudrait voir aussi cette ligne contre des escouades défensives qui sont un peu meilleures, parce qu'on en parlait avec les Saints. Quand t'affrontes 2 fois les Saints, alors que l'an dernier il y a quasiment pas de pass rush, forcément, ça aide aussi tes chiffres de sacs. Ça t'emmène pas sur des chiffres catastrophiques comme peuvent l'être ceux l'an dernier de CJ Stroud ou de Caleb Williams, quoi. Parce que quand tu joues la NFC Nord, c'est un petit peu un autre niveau, si vous me passez l'expression. Donc voilà, pour les Panthers de Carolina. Macmillan, moi je le sens bien. Adam Thielen, il commence à se faire quand même bien vieux. Donc, à mon avis, ça va être, il va être utilisé dans le slot. Voilà, ça va être vraiment, c'est un receveur comme ça. Des fois, peut-être aussi sur des vraiment en red zone ou sur des tracés courts comme ça. Mais on sera pas sur un mec qui va faire 3 milliards. Hein. Ça c'est à peu près certain. Hein. Il faudrait vraiment déjà 1000, déjà 500, 700, on sera déjà content pour Adam Thielen. Ce qui aurait permis de garder la tête un petit peu hors de l'eau, c'est le corps de receveur qui est assez homogène. Mais du coup, tâche pour le moment. Thielen, 615 yards, Xavier Legette, 497, Jalen Coker, 478, Deontay Johnson, après Deontay Johnson, c'est toujours un peu problématique, 357. Voilà, tout ça, ça se tient à peu près, tu vois, dans un mouchoir de poche entre 1-2 et 2-3. Mais du coup, tu n'as pas d'individualité qui se détache vraiment. Après, attention, hein, qu'on fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Adam Thielen, c'est un bon solde, il fait encore son boulot, mais c'est peut-être un peu laisser reposer la production offensive aérienne sur lui. C'est pour ça que je pense que si Macmillan parvient à se poser vraiment comme un receveur numéro 1 de qualité et qui a un vrai rendement, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant entre une attaque au sol, t'en as parlé, qui est performante, qui peut se montrer performante, et s'ils ont des menaces vraiment dans le jeu aérien, ça peut être quelque chose. Et je pense que si le propriétaire David Tepper a tout fait pour qu'ils aillent chercher Macmillan avec leur choix de draft, avec leur premier tour, c'est justement pour donner un jouet à Bryce Young, parce qu'on rappelle quand même que il est encore très critiqué pour avoir fait le trade-up pour aller chercher Bryce Young en numéro 1 en 2023. Donc forcément, il va essayer de lui donner des armes pour montrer que finalement il s'est pas trompé. Tu vois. Ouais, faut peut-être rappeler aussi pourquoi il a été critiqué avec ce trade où il a fait lâcher le trade le pic de l'année d'après et qui était le premier.
Oui, en plus, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, et en plus, il choisit Bryce Young, alors que déjà à l'époque, il y avait des doutes, notamment sur la taille de Bryce Young, sur tout ça, alors que des gens lui avaient conseillé dans son entourage d'aller choisir CJ Stroud, il les a tous virés. En attendant, il les a mis dehors et puis maintenant, il se dit voilà, il faut sauver la face à un moment, tu vois, faut dire oui non j'avais pas tort, vous voyez, Bryce Young il peut réussir. Alors après, personnellement j'ai rien contre Bryce Young, hein. Je pense que c'est un quarterback qui peut réussir, mais c'était peut-être pas un premier choix de draft et peut-être pas besoin d'aller trade up et de vendre son premier choix de l'année suivante pour aller chercher. Est-ce que CJ Stroud aurait fait la même saison aux Panthers? Pas sûr. Et voilà. Donc donc c'est difficile à dire. Il faut pas oublier, voilà, encore une fois que l'attaque est pas bonne, mais c'est vraiment la défense qui ah oui, l'an dernier c'est la défense qui les plombe. Oui, ça. Voilà, qui plombe cette équipe, pardon. Et donc il va falloir vraiment travailler là-dessus. Un dernier chiffre sur la défense de manière générale, 51,4%. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? En défense? Non, je ne sais pas. C'est le pourcentage. Nous dire. C'est le pourcentage de jeu, de drive de l'équipe adverse qui finit par des points. Plus d'un drive sur 2. C'est monstrueux. Je viens de voir là sur. Je viens de voir sur Pro Football Reference. Là, il y a un petit chiffre amusant. Leurs adversaires aux Panthers la saison dernière ont marqué 2,82 points par drive. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir la balle contre les Panthers et c'est quasiment 3 points de marqués automatiquement. Ouais. Ça fait peur. Et c'est là où on va avoir encore plus peur, c'est qu'on se dit qu'ils n'ont pas terminé dernier de la division. Et oui. et oui, j'ai mis. Et c'était bon de le repréciser. Eh bien, il fallait y penser et heureusement j'étais là pour y penser. Alors, parlons d'équipes qui réussissent un poil mieux dans cette division NFC Sud. On va commencer par ceux qui ont terminé deuxième de l'année dernière, les Falcons d'Atlanta, 8 victoires, 9 défaites l'an dernier pour Atlanta. Alors, j'ai envie de dire, Seb, c'est un peu toujours la même chose avec Atlanta. On va me taxer de détester les Falcons, ce qui est vrai, mais dans mon rôle là aujourd'hui, je suis extrêmement neutre. C'est un peu toujours avec les Falcons la même chose, c'est-à-dire que on a envie d'y croire, on y croit même des fois, et puis ça finit toujours un peu en eau de boudin. Là, ça a fini avec un bilan à 8-9, alors qu'il semblait pendant un moment avoir les clés en main pour pouvoir se qualifier en play-off. Que de frustration pour les Falcons et pour leurs familles. Très très beau début de saison, en 6 victoires, 2 défaites. On se dit que ça va quand même pas mal, voire, comme c'était plus ou moins annoncé en début de saison, que la couronne de la NFC Sud leur était promise. Et là encore, 4 défaites de suite, dont 2 corrections subies aux mains des Broncos et des Vikings, et ils ne vont pas s'en remettre pendant que Tampa Bay, on y reviendra, qui eux aussi ont connu un gros creux dans leur saison, en revanche a réussi à se refaire la cerise et à trouver les ressources pour remonter la pente. Kirk Cousins, parlons-en de Kirk Cousins. On disait en début de saison dernière, les Falcons sont à un quarterback de réussir quelque chose, d'enfin s'asseoir comme une valeur sûre sur cette NFC Sud. Eh bien, ce ne sera pas pour cette fois. Cousins termine avec 66,9% de réussite, 3508 yards, 18 touchdowns. On pourrait dire que c'est pas mal, mais 16 interceptions, co-leader de la ligue, on y reviendra, et 13 fumbles, co-leader de la ligue, on y reviendra aussi. Bilan, il est mis sur la touche en 14e semaine et on cède la place au rookie Michael Penix Jr. Alors là aussi, il y a quand même une histoire dans l'histoire. Rappelons que en début de saison 2024, les Falcons, déçus
hein, on va le dire comme ça, précédente au poste de quarterback, font venir à prix d'or Kirk Cousins, qui n'a pas vu son contrat être renouvelé par les Vikings, mais à peine ceci est-il fait que quelques semaines, quelques mois plus tard, il draft Michael Penix Jr. et assez haut d'ailleurs dans la draft. Et sans l'avis de qui Kirk peut Cousins. quand même, et sans l'avis de Kirk Cousins et sans le lui avoir annoncé au moment des négociations ou de signer, parce que effectivement, ça aurait pu changer bien des choses dans sa destination. On a appris dans la série quarterback, hein, si vous Absolument, suivez sur Netflix, il s'en ouvre beaucoup dans quarterback, hein, où il dit qu'il a l'impression de s'être fait un petit peu avoir, voilà, pour dire les choses crûment. Alors, va rendre des chiffres de rookie, 58,1%, 775 yards de lancer, 3 touchdowns, 3 interceptions, des dispositions, pas forcément NFL ready pour son entrée en matière, mais une marge de progression très importante, une mobilité très intéressante dans la poche. Et il semble acquis, d'ailleurs, maintenant, que Michael Penix sera starter et que Kirk Cousins sera un remplaçant de luxe. Là où Atlanta était très médiocre, c'est sa défense, et c'est là qu'ils ont mis le paquet lors de la draft, puisqu'ils ont drafté 4 défenseurs sur leurs 5 choix disponibles, le edge Jalen Walker de Georgia, un autre edge, James Pierce de Tennessee, le safety Xavier Watts de Notre-Dame, et le defensive end, Billy Bowman. Et justement, Walker et Pierce vont avoir pour rôle de redige complètement amorphe, 31 sacs l'année dernière, et de mettre la pression sur les QB adverses pour éviter les 3817 yards encaissés par les airs, qui les a classés 22e contre la passe. Puis dans le backfield, Jeff Sibbets III est toujours là, 102 plaquages, 10 passes défendues, 4 interceptions. Heureusement qu'il est secondé par AJ Terrell sur le poste de cornerback, mais tous les deux, ils sont bien abandonnés par leur front seven. Du côté de l'attaque, on l'a dit, pour moi, le facteur X, c'est Michael Penix, parce que tous les autres cadres sont de retour, que ce soit Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts, dont on attend un peu plus, et puis également des joueurs comme Darnell Mooney, qui sont compléments. Pour moi, un gros point d'interrogation sur ces Falcons d'Atlanta. Est-ce que l'action attendue, elle va commencer avec Michael Penix? Est-ce qu'on a assisté à un faux départ avec Kirk Cousins? Si les choses se passaient mal avec Penix, est-ce qu'on remet Cousins derrière le centre? La vie va pas être un long fleuve tranquille pour les Falcons et pour leurs fans. Alors tu parlais de l'attaque, Seb, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut noter. C'est une équipe qui garde énormément de constance par rapport à l'an dernier. 10 titulaires sur les 11 titulaires de l'an dernier, il y en a encore 10 en attaque qui sont là. Le seul qui a changé, c'est le centre. Drew Dalman qui est parti pendant la free agency. Sinon, on a la même équipe que l'an dernier. Alors, avec Michael Penix, Kirk Cousins, on peut discuter, mais les deux sont toujours là. On a du Bijan Robinson qui est toujours là. On a du Drake London qui est toujours là. Du Kyle Pitts qui est toujours là. Tyler Allgeier également qui est toujours là. Qui est une excellente doublure en plus pour Bijan. Exactement. Si jamais il y a un problème avec Bijan Robinson. On a vraiment une grosse continuité dans cette équipe des Falcons. C'est une équipe qui se connaît très bien, et ça va être là ma question, Vince. Est-ce que c'est le fait de se connaître parfaitement comme ça, de jouer ensemble depuis plus longtemps, qu'il n'y ait pas eu beaucoup de changements, est-ce que ça peut enfin les amener en tête de division? Là où on les attendait l'an dernier. Hein. En début d'année dernière, les Falcons étaient censés remporter la division. Alors, pour la deuxième partie de ta question en tête de division, on y répondra à la fin du podcast. Je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, ne divulgage pas. Voilà, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, là où tu as raison, c'est que jouer ensemble pour une attaque, c'est bien plus important que jouer ensemble pour une défense. Tout le monde le dit, tout le monde s'accorde à le dire. C'est plus facile de rejoindre une défense en cours de saison qu'une attaque, clairement. Maintenant, il faut régler ce problème de QB. C'est primordial. Régler cette question-là.
Michael Penix, pour moi, a montré de bonnes choses en fin de saison. Effectivement, il finit avec des stats de rookie. Il a fait les 3 derniers matchs. Il avait une pression de dingue parce que tout le monde le réclamait, tout le monde lui demandait. Et en plus, les 3 derniers matchs, c'est contre les Giants, les Commanders et après les Panthers. Alors, la défaite contre les Panthers, elle fait un peu tâche, mais il n'y avait déjà plus rien à jouer. Bah si. Ah si, si, à ce moment-là, il pouvait encore, avant le dernier match, il pouvait encore être champion de division si les Buccaneers perdaient contre les Saints, ce qui a failli arriver d'ailleurs, et que les Falcons battaient les Panthers, c'était eux les champions de division. Donc ils avaient encore le titre à jouer en dernière. C'est vrai, t'as raison. Bon, après, on n'y croyait pas beaucoup, mais oui, effectivement. En tout cas, cette équipe, elle est quand même intéressante à voir dans la préparation. Après, je ne peux pas m'empêcher de faire un gros clin d'œil à Yaya en disant mais de toute façon cette équipe elle sert à rien. Voilà, c'est un clin d'œil à Yaya. Je sais pas ce qu'il pense, mais il m'a demandé de le dire. Et derrière, non, plus sérieusement, les Falcons, en fait, on a l'impression qu'ils vivent encore sur le traumatisme du dernier Super Bowl qu'ils ont perdu avec cette remontada des Pats. Ça commence à dater, mais ça en remettre, ouais. mais oui, mais on a l'impression, enfin, je sais pas, pourquoi avoir autant d'instabilité dans cette équipe alors que quand même il y a une ville qui vit football, il y a un stade qui vit football. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Après, quand on va un peu plus dans les détails, les Falcons, ils étaient quand même classés 13e en offensive ranking l'année dernière, donc c'est quand même pas mal. Ils finissent 4e en yard, pardon, 5e en yard à la passe et 10e en yard à la course. C'est vraiment pas mauvais du tout. On voit qu'ils arrivent à déployer les deux types de jeux différents. J'ai noté en plus une belle capacité à tenir le ballon, puisqu'ils n'ont fait que 5 fumbles, se classent en 4e dans la ligue. Donc on est vraiment sur des choses qui sont vraiment pas mauvaises en termes de statistiques au niveau de l'attaque. Par contre, on arrive à voir de temps en temps effectivement des jeux qui sont un peu rouillés, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire sur le terrain, voire qu'il y a de l'incompréhension, et ça à ce niveau malheureusement c'est incompréhensible. Du côté de la défense, 23e défense de la ligue. Seb en a parlé tout à l'heure. La défense à la passe, c'est une passoire. 31e en termes de TD encaissés, 22e en termes de yards encaissés à la passe et 15e en termes de yards encaissés à la course. 4e en termes de TD encaissés à la course. Donc c'est une très bonne défense sur la ligne, très proche. Mais c'est vrai qu'elle est assez perméable, par contre, un peu plus loin. Donc tout ça mis à bout fait que il va falloir trouver quelque chose pour que cette équipe aille mieux. Je pense que la clé, c'est de trouver enfin du pass rush pour cette équipe, parce qu'ils n'en ont pas du tout. C'est là-dessus qu'ils ont mis l'accent à la draft. Hein. Bien sûr, vraiment... mais c'est ce qu'il fallait, parce qu'il n'y avait rien. Ils étaient 32e il me semble, au sac. Au sac. Non, 31e, pardon, au sac sur les équipes adverses. Donc, non, c'est largement pas assez pour une équipe qui se prétend vouloir gagner sa division. On passe à ceux qui gagnent la division depuis maintenant 4 ans de suite. La NFC Sud, ce sont les rois de la NFC Sud actuellement. Alors la question c'est est-ce que c'est les rois ou est-ce que c'est des rois par défaut? Mais ça on en parlera pendant quelques temps. En tout cas c'est eux qui la gagnent, donc ça on peut pas leur enlever. Tampa Bay, les Buccaneers de Tampa Bay, qui sont donc... alors il y a cette saison 2021 avec Tom Brady, hein, où ils vont aller chez eux à domicile avec le Super Bowl, etc. Bref, on connaît l'affaire. On a la saison ensuite 2022, 2023 et 2024. C'est, je crois, dans l'histoire l'une des seules équipes qui a réussi à remporter 3 fois sa division sans jamais gagner plus de 10 matchs. Oui, parce que le meilleur bilan, c'est l'an dernier. Ça laisse songeur. Oui, c'est le 17. C'est le 17 de l'an dernier. Donc, voilà. C'est une belle affaire. Sinon, avant, c'était 8-9 et 9-8. Les Tampa Bay Buccaneers qui repartent, j'ai envie de dire, c'est presque
à la guerre avec les mêmes armes ou presque. On a du Baker Mayfield, on a du Mike Evans, on a un jeu de course qui l'an dernier a été plutôt surprenant et plutôt bon, voire même très très bon. J'ai l'impression, c'est quelque chose qu'on dit souvent avec les Buccaneers, mais on sait ce qu'on a et il y a de fortes chances qu'on soit pas déçus. On sait ce qu'on a, il y a de fortes chances pour qu'on soit pas déçu. En effet, je vois pas pourquoi la tête Mike de la Evans, il division va pas passer à faire, il va pas passer à 200 yards, hein, Mike Evans. Hein. Voilà. On sait qu'il fera ses 1000. Et puis... certes, non. Alors, il faut quand même noter qu'ils 2024 en dents de scie, hein, avec un gros trou d'air, comme je le disais tout à l'heure, avec 4 défaites de rang entre les semaines 7 et 10, mais tout de suite après leur semaine de repos, ils ont enchaîné 4 victoires entre les semaines 12 à 15, et c'est vraiment ce qui leur a permis de se refaire, et bien malheureusement en playoff ils ont plié le genou sans démériter contre des Commanders de Washington sur le score de 20 à 23. Faut noter quand même que ce trou d'air de 4 défaites il est arrivé à un moment où Tampa Bay s'est retrouvé avec ses 2 receveurs vedettes, Chris Godwin et Mike Evans, sur le flanc, et quand tu as pour ainsi dire la moitié de ta production offensive qui fout le camp d'un coup, forcément, c'est un petit peu compliqué. Alors, Tampa Bay, ça a vraiment été le changement dans la continuité lors de l'intersaison. Ils ont payé leurs joueurs cadres, ils ont payé Chris Godwin, ils ont payé le linebacker Lavonte David, ils ont enregistré l'arrivée de Haason Reddick, le defensive tackle spécialiste du rush, qui a été limité aux Jets, mais qui ne demande qu'à retrouver sa superbe de 2023. Hein, 11 sacs sous les couleurs de Philadelphie à l'époque. Et puis, comme tu le disais, en attaque, oui, on prend les mêmes et on recommence. L'année dernière, Mayfield a fait une grosse performance, 71,4% de réussite, 4500 yards lancés, 41 touchdowns, 16 interceptions et un étonnant 378 yards au sol, puisque la saison dernière, Baker, il avait décidé que quand fallait y aller, il y allait. Mike Evans est resté dans ses standards, 74 réceptions, 1004 yards, 11 touchdowns. On se rappelle ce magnifique moment où il passe la barre des milliards dans le dernier match contre les Saints, justement, où c'était vraiment la libération. Hein. C'était réussir à garder en vie cette dynamique, cette série voilà, de plus de milliards. Au niveau de la draft, un nouveau receveur fait son arrivée, Emeka Ekuba. Il va falloir qu'il trouve sa place dans ce casting de receveurs qui est déjà fourni avec, comme je le disais, Chris Godwin, mais aussi Jalen McMillan. En défense, sa défense, elle a été redoutable au sol, puisqu'elle s'est placée 4e, mais c'est pas la même limonade dans l'attaque anti-aérienne. 4147 yards concédés et 27 touchdowns. C'est la débandade, mais c'est peut-être la conséquence de leur hyper agressivité sur le rush. 38,9% de pressure rate, de taux de pression sur les quarterbacks adverses, et 46 sacs, certes, mais la conséquence, c'est que quand on rush, on blitz, et quand on blitz, on ouvre des espaces dans le backfield. Donc, 2 cornerbacks draftés, Benjamin Morrison et Jacob Parrish, pour parer au plus pressé et venir à l'aide d'un Antoine Winfield Jr. qui est toujours impeccable, 60 plaquages et 3 passes déviées, mais qui est bien seul. Tiens, une petite stat amusante, je vous parlais des leaders de fumble et d'interception. Eh bien, sachez que les 2 co-leaders d'interception et de fumble sont 2 quarterbacks, et les 2 sont dans la NFC Sud, puisque ce sont Baker Mayfield et Kirk Cousins. Coïncidence, hasard ou réalité scientifique, je vous laisse décider, messieurs. Vous choisirez ce que vous voulez. Alors, je pense que notre ami Seb, comme d'habitude, a été très complet. Mais Vince va avoir des choses à nous rajouter, j'en suis certain. Une chose qu'a pas dit Seb et qui a son importance, on en a parlé en off juste avant, c'est le départ de Liam Cohen, le coordinateur offensif des Buccaneers. Alors, les Buccaneers, il faut rappeler un petit peu l'historique. Ils avaient Dave Canales comme je dis pas de bêtises, hein, comme coordinateur offensif, qui est parti ensuite comme head coach chez les Panthers avec Bryce Young.
là, ils avaient Liam Cohen qui a réussi à refaire des miracles avec Baker Mayfield la saison dernière. Et Liam Cohen vient de partir pour entraîner les Jaguars de Jacksonville. On en a parlé ce mardi en AFC Sud. Et il se retrouve donc encore avec un nouveau changement de personnel, un nouveau changement de coordinateur offensif. Est-ce que tout ça, c'est de nature, mon cher Vince, selon toi, à enrayer la machine Buccaneers? À l'enrayer, c'est un bien grand mot. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont perdre leur coordinateur offensif qui leur a permis de se classer 4e en termes de points marqués l'année dernière en termes d'offense et 3e en termes de yards produits. Donc oui, ça c'est une perte, c'est évident. Ça marchait bien avec lui. Le départ va entraîner certainement des changements. Maintenant, c'est un coordinateur offensif, il va prendre aussi le pli de cette franchise et le head coach, lui, ne change pas. Donc, on aurait tendance à penser et à croire que, au final, c'est une modification mineure. Attention cependant, on sait très bien que ce coach était très proche de ce duo QB-receveur et qu'il y avait vraiment des jeux qui étaient dessinés pour eux, que les appels de jeu, il les maîtrisait et il savait très bien ce qu'il en faisait. Donc, il va falloir voir un peu comment ça va évoluer dans les premières semaines. Cette attaque, de manière générale, était très prolifique, puisque 2e en termes de TD produits à la passe, 4e en termes de yards à la course. C'est vraiment tout simplement très bon. 48,1% de drives qui vont au bout, c'est-à-dire au bout, qui apportent des points, c'est vraiment pas mal du tout. De manière générale, sur l'attaque, il n'y a pas grand chose à dire. Sur la défense, il faut s'y atteler un petit peu plus, parce que oui, les Buccaneers, qui étaient réputés pour une défense solide pendant de nombreuses années, l'année dernière, ils ont un petit peu plus sombré. Seulement, entre guillemets, 16e de la ligue en termes de points encaissés. Ils sont 29e en termes de yards encaissés à la passe. Par contre, la défense au sol reste un de leurs points forts, comme on l'a dit un peu plus tôt. Ça, il faut s'appuyer là-dessus, il faut rester là-dessus et continuer. Moi, j'attends de voir un petit peu plus de pression de la part du pass rush, même s'ils n'ont pas été mauvais du tout l'an dernier dans ce secteur. Mais j'attends de voir un petit peu plus de pression pour justement que derrière le jeu de réception à la passe, enfin le jeu de défense à la passe, pardon, soit un petit peu plus facile pour les défenseurs. 26e en interception, ça veut souvent dire que le QB adverse a souvent lancé, on va dire, assez tranquillement, ou alors que les receveurs étaient trop ouverts. Après, juste, moi, la petite, mais vraiment toute petite pour chipoter, crainte que j'ai au niveau de l'attaque, c'est ce fameux record de Mike Evans. Oui, c'est un record qu'il faut aller chercher pour lui, pour l'histoire de la NFL et tout, même si Seb ne sera peut-être pas d'accord puisqu'il détrônerait notre cher Jerry Rice, mais attention à ne pas aller le chercher au détriment d'autres choses. Oui, ça serait bien d'aller le chercher. Maintenant, si on est à 980 yards dans le dernier match et qu'il faut absolument le chercher, mais qu'il faut aussi gagner pour se qualifier, j'aimerais qu'il privilégie plutôt la gagne pour se qualifier plutôt que d'aller chercher ce record. Alors après, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Enfin, c'était un peu la situation dans laquelle ils ont été l'an dernier, de justement d'aller chercher alors c'est pas le record, mais la poursuite de la série dans un match où qui était coup près, parce que s'ils perdaient contre les Saints, c'est encore une fois que les Falcons gagnaient contre les Panthers, ça renversait la division. Mais bon, ils s'en sont plutôt bien accommodés. Bon, je me souviens que sur la passe où Mike Evans va remporter, donc tu m'as dit c'était 1004 yards, hein, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Sur la passe où il va chercher son 1000e yard, le plaquage des joueurs des Saints de Nouvelle-Orléans se fait plutôt du mauvais côté. Il se fait du côté où il gagne des yards et non pas où il en perd. Donc bon, on sent qu'il y a quand même eu un petit relâchement défensif, dirons-nous, pour pas non plus casser, parce que t'imagines, tu l'arrêtes à 999 sur un plaquage, c'est terrible.
C'est moche, c'est moche. Bon, c'est un adversaire de division, d'accord. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'ils lui ont donné le record, hein. Il allait le chercher tout seul, hein. Il est assez grand pour ça, Mike Evans. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que de toute façon, qu'il joue 17 matchs ou qu'il en joue 12, il va réussir à faire ses milliards. C'est vraiment un joueur. Pour Il moi, est toujours présent. c'est Il est ça. toujours là. Et pour moi, c'est un joueur, tu vois, on n'en parle pas autant qu'un Justin Jefferson, qu'un Jamar Chase, mais alors c'est un gars, mais qui est précieux dans un effectif, mais alors voilà, on pourra faire la liste des gens sous-cotés dans les années 2010-2020 là. Lui, il en fait partie. Ah, lui, il en fait partie. Après, on va parler un peu technique sur Mike Evans, juste vraiment pour la technique de receveur. Je trouve son cut, la manière dont il cut, c'est d'une beauté, d'une rapidité, la reprise d'appui qu'il a et le coup de rein qu'il arrive à mettre derrière, c'est tout simplement fabuleux. Il a un cut démoniaque et en plus de ça, il a une accélération folle qui lui permet d'aller en plus chercher des bombes de temps en temps. Il a quel âge, Mike Evans? 31 ans. J'allais dire 32, ouais. Il a encore. J'allais dire 33, moi, tu vois. Il peut encore avoir au moins 3-4 années, quoi. Ouais. Ah oui. Sans problème. Hein. S'il n'y a pas de pépin physique, c'est un mec qui peut pépin, parce que plus là, il va chercher les milliards dans 14 matchs la saison dernière. Ouais, c'est ça. Non, sauf, alors, Dieu sait qu'on ne lui souhaite pas, mais sauf gros pépin physique, il a encore 3-4 belles saisons devant lui. Ouais. Bon, c'est plutôt rassurant, je pense, pour nos amis fans des Buccaneers qu'on salue. J'en profite, comme toujours, pour faire deux choses avant qu'on fasse les classements. Préparez vos classements dans vos têtes. J'en profite pour faire deux choses. Déjà, saluer tous les comptes français de franchise et donc de ces 4 divisions. Le compte fan des Buccaneers, le compte des Saints, le compte des Panthers et le compte des Falcons. Dieu sait si c'est pas toujours facile d'être un compte fan dans cette division NFC Sud. Donc on en profite pour les saluer. Alors je salue bien évidemment encore plus nos amis de Saints France, enfin mes amis de Saints France, parce que j'ai l'occasion d'échanger régulièrement avec eux. Mais nous saluons bien évidemment les 3 autres entités également qu'on serait ravis de recevoir. D'ailleurs, si un jour vous voulez passer dans le podcast, parler des Buccaneers, parler des Panthers, les Panthers on les avait déjà reçus. Panthers CFR, je crois, une fois dans le podcast. Deuxième chose que je voulais dire en parlant de preview, c'était saluer le travail de notre copain, un travail qui est fait en collaboration avec Nathieu Van Ball sur Instagram, qui publie tous les jours les previews vidéo des 32 franchises NFL. Donc vous en avez une par jour qui sort tous les matins. Donc n'hésitez pas à les liker, à les commenter, à les donner votre avis sur les vidéos, parce que c'est vraiment un travail titanesque qu'a fait Nathieu pour vous présenter ces 32 équipes au jour le jour. Nous on l'a fait à l'écrit au mois de juillet, il s'est appuyé sur les écrits pour en faire les vidéos, et voilà, c'est vraiment un très très gros boulot, et on en profite pour saluer Nathieu, qui en plus est un peu malade, donc on espère que ça va mieux. Mon cher Seb, le classement de la NFC Sud 2025, de la 4e à la première place, je t'écoute. En premier, les Saints. En 4e, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Désolé, Flav. En 3e... alors, ça ne me dérange pas si c'est accompagné du first pick. Hein. Je prends si c'est avec le first pick. En 3e, les Falcons d'Atlanta. Désolé, Jordan. En 2e, les Panthers de Carolina, car Bryce Young aura progressé. Et en premier, indéboulonnable, les Buccaneers de Tampa Bay, puisque, sauf catastrophe, je ne vois pas pourquoi cela changerait. Et j'anticipe ta question, non, je ne vois pas d'autre qualifié que le champion en playoff. Et alors, non, la question pour la NFC Sud, elle est pas... Étonnamment, dis donc. Là, le champion aura-t-il un bilan positif? C'est ça la question. Ouais, plutôt sur ces interrogations-là. C'est déjà quand le champion n'arrive pas à être à 9 victoires, généralement derrière il n'y a pas de wildcard. Généralement ça finit mal. Mon cher imagine, on se trompe, on se retrouve avec 3 équipes à 10 victoires, une compétition de feu en NFC Sud. Eh ben, on aura des et c'est la NFC Nord qui se retrouve avec un seul qualifié, tu vois, t'imagines? L'enfer, l'angoisse. Ouais, bon. Allez. Ouais. Bon, allons-y. Vince.
Et ben moi, je vais rester sur le classement qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'ordre des équipes qu'on a fait aujourd'hui. Je vais mettre en 4 les Saints, en 3 les Panthers, en 2 les Falcons. Mais attention, la bataille entre 2 et 3 risque d'être très serrée, je pense. Et premier, les Bucks. Et effectivement, vu les autres équipes dans les autres divisions de cette conférence, à savoir la NFC Nord notamment et la NFC Est, qui sont pourvoyeurs de grosses équipes, je pense pas qu'il y ait une deuxième équipe. Donc il faudra se méfier de la NFC Ouest aussi, parce qu'entre les 49ers, les Seahawks, les Rams, tout ça, ça peut aussi aller t'en ramener en playoff aussi. Donc, bref, il n'y aura pas beaucoup de place pour le Sud. Merci les amis pour cette preview. La semaine prochaine, je crois qu'on se donne rendez-vous pour le Nord, pour l'AFC Nord. Mercredi, ce sera un mercredi matin, puisque lundi soir, il y aura un live ELF pour revenir sur le match entre les Mercenaries et les Paris Musketeers qui se déroule à 18h ce samedi au stade Robert Bobin, et vous pouvez venir bien évidemment. Donc c'est mercredi qu'on parle des Browns. Mercredi, nous allons parler des 6 quarterbacks des Browns, et ça c'est beau. Je pense que je vais faire une yaya, moi. Et ça c'est très beau. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas en commentaire à donner votre classement des 4 équipes de NFC Sud, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de débattre avec vous et c'est encore plus sympa. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se dit à très vite sur The Playoff, salut tout le monde.